Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Claudia Janot-Lecomte. Elle vient de sortir son livre La France au miroir de Madagascar. Elle est prof d'histoire et elle va nous parler un peu de son livre, un peu de Madagascar, un peu de son ressenti vis-à-vis de sa propre vision de l'histoire de Madagascar. Pour cette interview, nous sommes au jardin d'agronomie tropicale. Ce jardin a été inauguré en 1907 pour une exposition coloniale et on y retrouve différents monuments venant de différentes régions dans le monde, comme l'Indochine, la Réunion ou encore Madagascar. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Du coup, bonjour Claudia, comment tu vas déjà? Mais écoute, je vais bien parce que je suis enfin en vacances et je suis ravie de te rencontrer en ce premier jour dans ce lieu particulier. Justement, pour parler de ce lieu, où est-ce qu'on est? Nous sommes dans le jardin tropical à Vincennes où s'est déroulé 2 expositions coloniales. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas donner rendez-vous à Asne ici. Et pour moi c'est vraiment un grand symbole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Claudia Janot-Lecomte, autrice de La France au miroir de Madagascar. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc tu m'avais dit, est-ce que vous pouvez venir à Lyon pour un podcast? Je ne peux pas venir à Lyon. Et tu étais tellement déterminée que tu m'avais proposé un entretien sur la radio Massoal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre par l'écrit? Alors, en fait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et longtemps, je me suis dit, si je faisais des petites choses comme ça à l'oral. Et en fait, j'ai réalisé tout simplement qu'on n'est pas crédible. On est encore dans une société du livre. Et on s'était dit, un jour, on va se rencontrer dans ton studio. Et finalement, c'est toi qui es venu en région parisienne. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette interview ici. En tout cas, bienvenue à toi sur cette chaîne. On parle de Madagascar, essentiellement. Ton titre m'intriguait énormément, La France au miroir de Madagascar. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce titre? C'était pas moi qui avais vu ce titre, mais c'était mon époux Gabriel Lecomte. Oui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je réalisais que je ne voyais pas les mêmes choses que lui. En tant que malgache, quand on observait des choses chez les Français, moi en tous les cas, je mettais du racisme ou autre chose sur certaines situations, et lui, il mettait d'autres mots, et inversement. Et en fait, on s'était dit finalement, avoir un regard croisé sur nos vies nous permet de mieux nous connaître. C'est en allant vers l'autre qu'on se connaît mieux. Et c'est ainsi que mon livre est un peu un parcours initiatique où je raconte comment en fait je me suis dépouillée de beaucoup d'artifices pour être acceptée par les Français et pour revenir à qui je suis vraiment. En gros, c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu es prof d'histoire aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à devenir prof d'histoire Alors, ce qui m'a emmené à devenir professeur d'histoire, au départ, je ne pensais pas faire des études d'histoire du tout, parce que je suis quelqu'un qui ne lisait pas quand j'étais jeune. Je ne lisais pas tout simplement parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans les livres qu'il y avait à la maison. Je rappelle que je suis fille d'une institutrice, Colette Manif, de Nocibé, une grande lignée de famille qui a enseigné, Venance Manif, elle est connue pour ça. Avec une mère institutrice, j'avais forcément des livres à la maison. Et en fait, ces livres, c'était Martine à la plage, Martine à la montagne. Et en fait, je ne me reconnaissais pas chez cette petite fille blonde. Et donc, je ne lisais pas. Et les personnes, en lisant le livre, vont découvrir qu'est-ce qui a fait que je suis allée vers l'histoire. C'est purement intuitif. Ça, je l'ai hérité de mon père, Janot, qui est en couverture du livre, qui porte ce chapeau en témour. Et en fait, c'est une ethnie, un témour en Panapak, qui est très centrée comme ça sur leur identité et peuvent développer des intuitions pour pouvoir aller trouver la direction de leur vie. En fait. C'est la raison pour laquelle c'était une ethnie qui était essentiellement des conseillers des rois dans les anciens temps.
ravie de voir en fait que face à une population multiculturelle, lorsque j'enseigne, je prends en compte en fait ce qu'ils ont entendu dans leur histoire familiale, parce qu'en fait mon programme part de l'esclavage en 4e à nos jours, en passant par la colonisation, la décolonisation, etc. Et en fait, souvent, quand j'apporte ces thèmes, je leur dis, dans vos familles respectives, peut-être vous avez entendu telle ou telle histoire, et ça les valorise énormément. Et en fait, ils se situent dans la République, ils voient en fait qu'ils font partie de cette histoire, et ça leur donne énormément confiance. Cette année, par exemple, tu vois, en 3e, j'ai une élève, comme on a parlé dans le programme, il y a la décolonisation, et donc on a parlé de la guerre d'Algérie, et elle m'a dit, est-ce que je peux présenter l'histoire de mon arrière-grand-mère qui s'est fait torturer en Algérie, etc. Et elle a présenté des sources donc, de privées, c'était très très émouvant. Et là d'ailleurs je l'ai rencontrée après le brevet, comme le thème en histoire c'était la décolonisation, je lui ai dit alors, et elle était ravie parce qu'elle a pu dire et bien développer. Et là j'ai des élèves, mais si je compte, il y a au moins 13 ou une vingtaine, quoi, origines différentes, et ce sont des Français. Et ils sont ravis quand je dis nous sommes en France, on peut s'appeler Fatima, on peut s'appeler Aminata ou autre, mais on est français avant tout. Et ça, ils aiment, quoi, parce qu'en fait, c'est ça la République. Un chapitre autour de justement l'ambiguïté avec les relations Madagascar-France. Est-ce que justement tu pourrais développer un peu plus sur cette partie-là? Comment toi tu vois cette ambiguïté entre les relations France et Madagascar? Alors cette ambiguïté, justement, si je mets ce mot, c'est parce que contrairement à ces anciennes colonies AOF, on les appelait ainsi, et AEF, à Madagascar, je trouve qu'il y a une certaine place un peu à part. On aime bien se mettre à part, mais là, justement, dans cette ambiguïté, on le voit très bien. Parce qu'en fait, à Madagascar, il y a eu un malentendu à partir de 1817, quand Radama Ier a fait cet accord avec les Anglais, et les Anglais lui ont dit on va vous reconnaître en tant que roi de Madagascar. Et en fait, les personnes des hauts plateaux ont toujours cette nostalgie de dire en fait, on nous considère comme les rois de Madagascar, et tout part de Seruva, en fait. Et pourtant, il y avait d'autres royautés à Madagascar, et on pense qu'en fait, il y a un sentiment national. Et comme on peut le voir dans d'autres anciennes colonies, où, par exemple, pour l'Algérie, il y a eu ce sentiment national qui est né d'ailleurs de la diaspora. C'est ici en France, Frantz Fanon l'explique très bien, comment en fait quand il visitait, en tant que médecin à Lyon, il visitait donc tous ces immigrés venant d'Algérie, et il voyait qu'en fait c'était ici, face au racisme, qu'ils ont commencé à se dire finalement si on s'unissait. Je te rappelle que moi j'observe essentiellement la diaspora malgache, parce qu'il y a toujours ce fait que les personnes des hauts plateaux ont souvent voulu ressembler aux Vasa. Et en fait, l'ambiguïté vient de là, c'est que les personnes des hauts plateaux disaient toujours on va faire comme le Vasa. Et les personnes de la côte, en tout cas moi, mon père, il avait horreur de ce mot. Il disait mais on a notre propre identité. Mon père n'est pas chrétien, il a gardé sa religion animiste parce qu'il se disait j'ai la mienne, pourquoi je vais me convertir? Surtout, il vérifiait en fait comment sa religion animiste pouvait l'aider au quotidien. Et surtout, ils ont ces fameux sourabés, les manuscrits arabico-malgaches, et qui racontent leur histoire et qui leur donnent des conseils pour la vie au quotidien. Je vais te parler essentiellement de la culture du Sud-Est. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, pour les gens du Sud-Est, ça représente carrément les os, les ossements de leur race en fait. Et ça raconte tout simplement l'arrivée de ces populations à Madagascar et surtout comment vivre en fait. Narvel Razonarman a fait une conférence à Naples
pour te dire à quel point ça passionne les personnes. Donc quand tu es un témour, tu as ça, et que tu vois débarquer des missionnaires qui te disent « ben non, prenez cette religion », tu te dis « mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vais avoir en plus ?» Dans le sud-est, ils se sont dit « ben non, on garde notre culture ». Et c'est ainsi que mon père, il y a 2 ans, m'est apparu en rêve, parce que dans les sourabés, il y a ça aussi, et m'est apparu en rêve en me disant « il est temps maintenant de montrer cette photo ». Et c'est pour ça que c'est cette photo que j'ai mis en couverture du livre, avec donc Tirane, le premier président de la République malgache, et mon père sur sa droite. C'est quoi les premiers retours que tu as eus par rapport à ton livre? Pour moi, c'est que du positif en fait. C'est du positif parce qu'il y a des amis malgaches qui m'ont dit « enfin, il fallait le dire ». Ce tabou, c'est des vérités difficiles à accepter, mais il fallait le dire. Et puis, retour positif aussi, c'est de voir que, en fait, je rencontre des personnes qui, finalement, sont sur la même vibration que moi, des Français, des Africains, des personnes d'autres diasporas. Et je vais te dire, par exemple, comment mon livre s'est retrouvé sur la plateforme de Lilian Thuram. Quand je me suis retrouvée là, je me suis dit, quel beau cadeau. Tu as compris, mon souci, c'est de toujours essayer de rectifier, en tout cas, une certaine vérité historique, en tout cas apporter un autre narratif par rapport à l'histoire malgache, de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc un jour, je vois une vidéo d'une présentation de l'histoire de Madagascar faite par un malgache en Guadeloupe, sur une plateforme universitaire. Et là, je l'écoute parler, et en ce moment, il y a beaucoup de malgaches qui sortent sur ce phénomène néocolonial et tout panafricain. Et donc ce monsieur d'origine néo-plateau dit « j'ai fait mon ADN, aujourd'hui mon ADN a montré 40% africain, 60% asiatique, moi j'aurais préféré que ce soit l'inverse et tout ». Je le regarde, je dis « depuis quand un merde veut être un africain ?» Donc j'écoute, et là je vois qu'il présente l'histoire de Madagascar. Il va même avant Radam, il dit Indiana Puimer l'a unifié, nous sommes un peuple uni, on s'entend tous et tout. Je te passe les détails, et à un moment donné, il y a des choses qui ne me convenaient pas d'un point de vue historique. Et là, je me dis, je vais contacter cette université en disant c'est bien, mais il faudrait peut-être apporter autre chose. Et j'ai pas de réponse. Et là, je me dis, comment faire pour qu'on ait un autre narratif? Et là, j'ai une illumination, du moins c'est mon mari Gabriel qui me dit « Mais si on contactait la Fondation Lilian Thuram ?» Et là, j'écris un mail à la Fondation Lilian Thuram en disant « J'ai entendu ceci en Guadeloupe et j'aimerais apporter une rectification. J'ai écrit un livre, si ça vous intéresse, voilà. » Et on me répond en me disant « Bonjour madame, envoyez-nous votre livre. » Et j'envoie mon livre. Et quelques temps après, ils me disent « On a décidé de le mettre sur la plateforme Éducation contre le racisme. » Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, ils ont lu, ils ont vu certainement dans des passages comment je dénonce le racisme systémique en France, mais ils se sont dit, ben oui, voilà un témoignage, et ils l'ont mis sur la plateforme. Donc pour moi, ça c'est magnifique, parce que je me suis dit, il y a des personnes comme ça, on est isolés, mais on pense la même chose en fait. Et les créateurs de contenu comme toi permettent de faire rencontrer ces personnes. Puis il y a le fait d'avoir retrouvé des amis, mais de longue date. Une amie que j'ai rencontrée à la fête de la musique, que je n'ai pas vue depuis 36 ans. Et donc je la vois et on parle. Et on se dit, mais en fait, on comprend pourquoi on est amis, parce qu'on partage les mêmes valeurs, elle peut démissionner de sa fonction parce qu'elle n'est pas en accord avec ses valeurs. Tu vois, donc je retrouve des personnes comme ça qui, longtemps après, on se retrouve grâce au livre, parce qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire le respect de la dignité de la vie. J'ai retrouvé une amie qui m'est chère du collectif TAN, que je n'ai pas vue depuis longtemps, et elle a eu la publication de mon livre, et donc on s'est retrouvés un jour de l'Ascension dans une manifestation d'une personne qui est venue présenter son film, il s'appelle Gilles,
Et là aussi, on a les mêmes valeurs parce que j'ai retrouvé Tamata, Villefilm Tamata. Et en fait, oui, j'ai retrouvé d'anciens amis et je retrouve de nouveaux amis parce qu'on partage ces mêmes valeurs-là. Pour des raisons de problèmes de son durant le tournage, je prends la main sur l'explication du monument malgache ici présent. Le Vurmayer, qui est l'aigle tout en haut de ce monument, représente en fait l'aigle qui se trouve au niveau du Rouve à Madagascar. Le monument en question représente le Teze, qui est un monument funéraire Betsileo. Et ce monument, en fait, est un hommage à tous les soldats malgaches ayant combattu pour la France durant les guerres mondiales. Reconnaissance envers ceux qui ont fait pourquoi je suis là. Il y a 2 ans, j'étais venue ici. J'avais décidé déjà en amont de vraiment faire quelque chose, faire quelque chose pour changer un peu le cours de l'histoire. Que tu vois que l'histoire impacte plus rapidement sur le quotidien. Et quand tu décides des choses comme ça, il t'arrive plein d'obstacles. Tu prends une décision et c'est là que les obstacles apparaissent. Et en fait, il y a 2 ans, l'obstacle est apparu par tout simplement le fait que mon mari est tombé gravement malade. Et en fait, il y a 2 ans, j'étais venue ici, il était très très faible. Il était soutenu par des amis pour pouvoir marcher. Et on a déjeuné dans un pavillon là qui est à côté. Et par hasard, un ami nous a emmenés par ici, il s'appelle Dominique. Et il m'a dit, mais regarde Claudia. Et là, je suis venue là et j'ai vu cette stèle, hommage aux tirailleurs malgaches qui sont venus sauver la France. Et vraiment, je me suis posée, j'ai dit, vous êtes venus sauver la France à 2 reprises. Vous avez donné votre vie. Moi, à mon tour, je suis en France, mais pourquoi en fait? Et là, je me suis dit, mais peut-être que je suis venue ici pour apporter d'autres valeurs à la France. Et c'est pour ça que sur mon livre, j'ai mis Liberté, Égalité, Fiavan. Et je me suis dit, pourquoi pas apporter cette valeur aux Français? À Madagascar, on se dit que je suis parce que nous sommes. C'est cette forme de solidarité familiale, après qui se retrouve au niveau national. Mais en France, pour moi, c'est l'expression de l'État-providence. Et je me suis dit, comme ça, les Français vont aussi se reconnaître dans cette forme de fraternité particulière que vivent les Malgaches. Voilà. Donc, reconnaissance envers les Razes, reconnaissance envers les professeurs qui étaient passés là avant nous, parce qu'il y avait des chercheurs avant nous. Reconnaissance envers Narvé Lorazon Arman, sans qui ce livre ne peut pas se faire. Il m'a l'été dernier envoyé une petite photo des années 70 où on voit des chercheurs. Il est à côté de Françoise Raison-Jourde, à côté de Noël Guenier, devant un Teze, donc un panneau funéraire Betsileo. Et il y avait tous ces gens-là en fait avant moi qui ont fait des recherches. Et moi j'arrive avec ma pierre à l'édifice pour essayer de vulgariser toutes ces recherches. Voilà, donc merci à toutes ces personnes, merci à mes parents bien sûr. Et merci à toi Asd de me donner la parole. Merci à toi en tout cas, et puis à la prochaine. À la prochaine.